Que feriez-vous si un jour vous ouvriez votre porte et voyiez votre grand-père assis à votre portail avec 2 valises? À côté de lui se trouvait une note qui disait « Occupez-vous de lui. Nous n'en pouvons plus ». C'est précisément ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Mon père a eu le cœur de mettre mon grand-père à la porte à 5 heures du matin, juste la veille de Noël. Pourquoi a-t-il fait ça? Et qu'ai-je fait pour aider mon grand-père à surmonter la douleur d'être trahi par son fils? Laissez-moi vous raconter tous les détails de ce qui s'est passé dans ma famille. Bonjour à tous. Je m'appelle Charles. J'ai 32 ans. En ce moment, je vis avec ma femme, Violet, notre fille de 6 ans, Sophie, et mon grand-père, William, qui a 78 ans. Nous partageons une maison de 4 chambres avec un jardin dans la banlieue de Californie. J'étais directeur des ventes pour une chaîne de restaurants en Californie, tandis que Violet était responsable des ressources humaines dans une entreprise immobilière. La vie à cette époque était gérable. Nos revenus suffisaient juste à subvenir aux besoins de notre famille et à prendre soin de Sophie. Violet est une femme forte. Elle a toujours su concilier travail et famille, et c'est une mère fantastique pour Sophie. Sophie est la plus grande joie de nos vies. Nous n'étions pas riches. Mais nous n'avons jamais manqué de rien. Chaque soir après que Sophie soit allée se coucher, Violet et moi nous asseyions sur le canapé. Parlions de l'avenir et rêvions des bonnes choses qui pourraient nous arriver. Mais il y a 2 ans, quelque chose est arrivé à mon grand-père, quelque chose que personne n'avait vu venir. Et à partir de ce moment-là, les vies de nous 4 ont pris un tournant que nous n'aurions jamais imaginé. Il y a plus de 2 ans, je me souviens de la date exacte, le 23 décembre 2022. Juste un jour avant Noël. À l'époque, Violet, Sophie, qui venait d'avoir 4 ans, et moi vivions encore dans un petit 2 pièces à louer près de mon bureau. Il était environ 6 heures du matin. Nous étions tous encore à moitié endormis lorsque la sonnerie soudaine de mon téléphone a déchiré le silence. Encore groggy, les yeux à peine ouverts. J'ai tâtonné sur la table de chevet pour trouver mon iPhone. L'appelant était Monsieur Bruce, notre gentil voisin qui vivait à côté de nous depuis notre emménagement. C'est un pompier retraité de 65 ans. Il vit seul et a toujours traité ma famille comme la sienne. J'étais surpris qu'il appelle si tôt, mais quelque chose dans mon ventre me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai décroché immédiatement. À l'autre bout du fil, la voix inquiète de Bruce s'est fait entendre. « Charles, je vois ton grand-père assis devant ton portail, encore à moitié endormi. » Je me suis frotté les yeux et j'ai demandé avec confusion, « Vous êtes sérieux? Mon grand-père est censé être chez mes parents. » Bruce a répondu fermement, son ton étant très sérieux. « Je ne plaisante pas, Charles. Il est assis là depuis 30 minutes. » Je l'ai remercié rapidement, j'ai raccroché et j'ai sauté hors du lit. J'ai couru droit vers la porte. Me voyant me précipiter avec un regard paniqué, Violet a immédiatement attrapé un manteau épais et m'a suivi dehors. Elle n'a rien dit, mais je pouvais voir l'inquiétude sur son visage. Quand j'ai ouvert la porte et que je suis sorti, la vue devant moi m'a figé sur place. Mon grand-père, William, qui avait alors 75 ans, était assis sur la marche en béton froid devant notre portail avec 2 valises usées à côté de lui. Un morceau de papier était plié à la hâte et enfoncé dans la poignée de l'un des sacs. Son visage était pâle à cause du froid, et ses yeux étaient fixés sur le sol, remplis de honte et de désespoir. Je n'ai rien demandé. Je me suis précipité vers lui. J'ai attrapé son bras et je l'ai aidé à entrer. À ce moment-là, une sensation étrange et malaise s'est insinuée dans ma poitrine. Un avertissement silencieux que la paix que nous avions connue dans notre petite famille allait être complètement brisée. Assis dans le salon, à regarder mon grand-père trembler de manière incontrôlable alors que le froid s'enfonçait profondément dans ses os, j'ai ressenti une douleur accablante dans ma poitrine. Ces tremblements ne venaient pas seulement de l'air hivernal rigoureux de la Californie, mais du choc et du chagrin de ce qui venait de se passer. En regardant la scène douloureuse se dérouler devant nous, Violet n'a pas pu retenir ses larmes. Elle s'est couvert le visage avec ses 2 mains. Ses épaules tremblant alors qu'elle pleurait en silence. Grand-père n'a pas dit un mot. Il s'est assis tranquillement sur le canapé, les yeux vides, fixant le sol. Je ne me suis pas précipité pour demander ce qui s'était passé. Au lieu de cela, j'ai immédiatement mis le chauffage du salon au maximum. Ensuite, je suis allé dans la cuisine et je lui ai préparé une tasse de café chaud avec du sucre et de la crème, comme il l'aimait. Quand je suis revenu avec le café, j'ai jeté un coup d'œil aux 2 vieilles valises.
C'est alors que j'ai remarqué le papier, plié à la hâte et enfoncé sous l'une des poignées. Curieux et inquiet. Je l'ai sorti avec précaution et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un message griffonné, « Occupez-vous de lui. Nous n'en pouvons plus. » À ce moment-là, les pièces ont commencé à s'assembler dans ma tête. J'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. Mes parents avaient cruellement mis mon grand-père à la porte de leur maison et l'avaient déposé ce matin comme s'il était un fardeau indésirable. J'ai immédiatement attrapé mon téléphone et j'ai consulté les images de la caméra de sécurité du portail d'entrée. Sur l'écran, il était clair qu'ils l'avaient déposé à exactement 5h32 du matin. Dans la vidéo, ils n'ont pas dit un seul mot. Ils ont ouvert la portière de la voiture, l'ont aidé à sortir, ont placé les 2 valises à côté de lui et sont repartis sans se retourner. Après avoir regardé cet extrait, j'ai senti le sang bouillir dans mes veines. Une vague de rage m'a envahi, impossible à contrôler. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents tout de suite. Mais aucun d'eux n'a répondu. Presque 20 appels d'affilée, et toujours rien. Je suis resté assis là à regarder l'écran, à écouter la sonnerie froide et répétitive. En espérant que quelqu'un réponde et explique ce qui venait de se passer. Environ 20 minutes plus tard, une fois que la pièce s'est réchauffée grâce au chauffage, grand-père a lentement pris la parole d'une voix rauque. « Je suis désolé de déranger votre famille si tôt le matin comme ça. » En entendant ces paroles d'auto-blâme, Violet a rapidement répondu. « S'il vous plaît, ne dites pas ça. Vous êtes toujours le bienvenu ici. » Juste après que Violet ait parlé, je lui ai doucement demandé. « Pourquoi n'avez-vous pas sonné à la porte quand vous êtes arrivé? Nous vous aurions fait entrer. » Grand-père est resté complètement silencieux après ma question. Quelques secondes se sont écoulées dans l'immobilité avant qu'il ne réponde finalement, sa voix remplie de honte. « Je ne voulais pas vous réveiller. » Entendre ces mots sincères et aimants m'a brisé le cœur. Cette année-là, il avait 75 ans. Au milieu de cet abandon, sa première pensée était de ne pas nous déranger. La pièce est retombée dans un lourd silence émotionnel. Environ 2 minutes plus tard, j'ai décidé de lui poser directement la question. D'une voix douce, j'ai dit. « Est-ce que mes parents vous ont mis à la porte ?» Il a hoché lentement la tête en réponse, ses yeux remplis de tristesse et de défaite. Il était encore clairement en état de choc. Le genre de choc qui vient d'être cruellement trahi par son enfant. J'ai insisté pour essayer de comprendre. Vous ont-ils donné une raison ? Grand-père a pris une profonde inspiration. Puis a répondu d'une voix tremblante. Non. Hier soir, ils ont emballé mes affaires dans les valises. Ensuite, ils m'ont réveillé à 5h ce matin et m'ont conduit ici. Après avoir dit cela, il s'est de nouveau tu. Je pouvais dire qu'il essayait encore de trier le tourbillon d'émotions à l'intérieur de lui. Quelques secondes plus tard, il a ajouté, sa voix remplie de douleur. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus vivre avec moi. Ensuite, ils m'ont emmené chez vous. J'ai hoché lentement la tête pendant qu'il parlait, essayant de tout comprendre. À ce moment-là, il n'y avait qu'une chose dont j'étais sûr, mes parents l'avaient jeté dehors sans donner de véritables raisons. Et j'ai décidé d'aller au fond de l'affaire. Ce matin-là, vers 7h du matin, Sophie a commencé à se réveiller. Le léger tapotement de ses petits pieds sur le plancher en bois a signalé le début d'une nouvelle journée. Nous avons rapidement préparé le petit déjeuner pour toute la famille, des toasts, des œufs au plat, du café pour les adultes et du lait avec des céréales pour Sophie. À la table à manger. Sophie a regardé grand-père avec curiosité. Elle ne l'avait vu que quelques fois pendant les vacances, mais avec cette intuition aiguë que les enfants ont tendance à avoir. Elle semblait sentir la tension dans la pièce et n'a pas posé beaucoup de questions. Après le petit déjeuner, je me suis tourné vers grand-père avec un sens clair de la détermination et j'ai dit. Je vous ramène voir mes parents. Nous allons obtenir des réponses. Grand-père est resté silencieux pendant quelques secondes, ses yeux fixés sur la tasse de café encore fumante. Puis, lentement, il a hoché la tête. Peut-être était-il lui aussi prêt à entendre une explication de ce qui lui avait été fait. Après avoir déposé Sophie à l'école maternelle, j'ai appelé mon bureau pour prendre ma journée. Inquiète de l'état de grand-père, Violet a appelé son patron et a demandé un jour de congé pour pouvoir venir avec moi. Nous savions tous les deux que ce n'était pas un jour ordinaire. Environ 30 minutes plus tard, nous sommes arrivés dans le quartier de mes parents.
C'était un quartier relativement calme avec les maisons typiques de plein pied de style ranch partout en Californie. Alors que nous nous approchions de la maison de mes parents, j'ai soudainement remarqué un camion de déménagement blanc garé juste devant leur portail. 2 déménageurs transportaient des cartons et des meubles dans la maison. Mon jeune frère, Tyler, et sa femme, Olivia, se tenaient à proximité, supervisant l'ensemble du processus. En regardant ce qui se passait devant nous, j'ai commencé à comprendre pourquoi ils avaient mis grand-père à la porte. Tout a commencé à se mettre en place douloureusement et clairement. Après avoir trouvé une place de parking, Violet et moi avons aidé grand-père à sortir de la voiture avec précaution et nous nous sommes dirigés vers la maison. Tyler nous a vu voir grand-père mais n'a pas dit un mot. Il a juste jeté un coup d'œil et a détourné le regard. Olivia a fait un signe de tête raide mais n'a rien dit. Son visage était rempli d'inconfort et de culpabilité. Ignorant Tyler et Olivia, j'ai emmené grand-père directement dans le salon où mes parents étaient assis sur leur habituel canapé en cuir marron, tenant des tasses à café comme si de rien n'était. Dès que je les ai vus, je n'ai pas pris la peine de les saluer. J'ai demandé directement, ma voix ferme. Vous avez mis grand-père à la porte pour que Tyler puisse avoir la chambre, n'est-ce pas? Sans hésitation, sans même essayer de le cacher, mon père a répondu avec une expression vide. C'est exact. Votre maison est plus grande. Il est logique que vous vous occupiez de lui. Cette réponse froide et sans émotion m'a fait perdre le contrôle. Ma voix tremblait de colère quand j'ai demandé, à quoi diable pensiez-vous? Qui fait ça? Le larguer à 5 heures du matin. Ma mère est intervenue avant que mon père ne puisse répondre, essayant de défendre ce qu'ils avaient fait. Sa voix était rapide, comme si elle essayait de se justifier autant qu'à moi. Tyler vient d'être mis à la porte par son propriétaire. Il avait besoin d'un endroit où loger. Sa femme est enceinte. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai rétorqué. Ma voix tranchante et furieuse. Ça n'a rien à voir avec le fait de jeter grand-père comme une ordure. Tyler est entré dans le salon après avoir fini avec les déménageurs. Il s'est joint à la conversation, semblant presque suffisant en disant « Olivia est enceinte. Nous avons besoin d'une maison. Grand-père reste juste avec vous pendant un certain temps. Après ça, j'ai atteint mon point de rupture. Je l'ai pointé du doigt et j'ai crié, ma voix remplie de rage. Ferme ta gueule. Si tu voulais que grand-père reste avec moi, tu aurais dû m'en parler. Ne le largue pas à ma porte à 5 heures du matin comme une poubelle. À ce moment-là, Olivia a semblé perturbée par l'intensité de la situation. Elle s'est tournée vers Tyler, sa voix suppliante. Peut-être devrions-nous juste prendre un hôtel pour le moment. Je ne veux pas que grand-père se retrouve à la rue à cause de nous. Mon père s'est soudainement levé du canapé quand elle a terminé sa phrase. Il s'est précipité vers l'endroit où grand-père et moi étions debout, ses yeux brillants de colère. Il a pointé la porte et a crié d'une voix menaçante, « Sortez de ma maison tout de suite ou j'appelle la police. » Après cette explosion, Violet en avait assez. Elle s'est avancée, a doucement pris le bras de grand-père comme pour le protéger, puis s'est tournée vers mes parents et a dit, sa voix pleine de fureur, « Vous êtes pire que des animaux. À partir de maintenant, nous nous occuperons de lui. Souvenez-vous de ce jour. » Et c'est ainsi que nous sommes sortis de cette maison sans nous retourner. Pas d'au revoir, pas de mot d'adieu. Juste un silence pesant et un sentiment de trahison écrasant. Une fois de retour dans la voiture, grand-père s'est tourné vers nous avec des yeux chaleureux et reconnaissants et a dit. Sa voix sincère, « Merci à vous deux de m'avoir défendu. » Après l'avoir entendu dire ça, Violet et moi avons senti notre colère s'apaiser. Je l'ai regardée et sans dire un mot, elle a acquiescé. Elle savait ce que je pensais. Quelques secondes plus tard, je me suis tourné vers grand-père et j'ai dit, à partir de maintenant, vous restez avec nous. Nous nous occuperons de vous. Grand-père a esquissé un léger sourire, le premier que je lui voyais de toute la journée, et a hoché la tête en signe d'accord. Alors que nous rentrions chez nous, j'ai réalisé que nos vies avaient complètement changé. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce le meilleur changement que nous aurions pu faire. Après avoir quitté la maison de mes parents, je n'ai pas ramené grand-père directement à la maison. Au lieu de cela, j'ai décidé de me rendre directement au poste de police local pour signaler ce qui s'était passé. Pour déposer une plainte pour abandon de personnes âgées. Ce n'était pas une décision facile, mais je savais que c'était la bonne chose à faire.
au début. Quand il a réalisé ce que j'avais l'intention de faire, grand-père a essayé de m'en empêcher. Il a dit qu'il ne voulait pas que la famille devienne le sujet de commérages pour s'être traînés mutuellement devant les tribunaux. Mais après une douce persuasion, il a accepté de signaler l'incident. Lorsque nous sommes entrés dans le poste de police, l'atmosphère était formelle et sérieuse. L'agent qui a pris notre affaire était Blake. Un policier d'âge moyen avec des cheveux grisonnants et des yeux perçants et expérimentés. Il a écouté attentivement pendant que nous expliquions ce qui s'était passé. En regardant dans les yeux de grand-père et en voyant les 2 valises usées à côté de lui, Blake a parlé fermement. Nous allons déposer un rapport officiel. Abandonner une personne âgée est une affaire grave. J'ai remis tout ce que nous avions, les images de sécurité de notre portail d'entrée, la note de mes parents et un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé. Grand-père a également fait sa déposition, sa voix tremblant mais stable et claire. Après avoir recueilli toutes les informations, Blake a contacté les services de protection des adultes, APS. En moins d'1 heure, une représentante nommée Grace est arrivée au poste. Elle s'est assise à côté de grand-père et a dit doucement, « Monsieur William, nous sommes ici pour nous assurer que vous êtes en sécurité et que vous avez un endroit sûr où vivre. » Puis elle a posé des questions sur sa santé, les soins spéciaux dont il pourrait avoir besoin et ce qu'il voulait pour l'avenir. Grand-père a répondu doucement. « Charles et sa famille ont pris grand soin de moi. Je veux rester avec eux. » Grace a hoché la tête, puis s'est tournée vers moi et a demandé, « Êtes-vous prêt à continuer à prendre soin de M. William ? Nous vous offrirons notre soutien. Restez en contact. » Sans hésitation, je lui ai dit, « Je suis plus que disposé. Grand-père aura une maison avec nous. » Une fois que nous avons terminé les déclarations officielles et la documentation, Blake et Grace nous ont assuré que l'affaire serait prise au sérieux. Grace m'a donné son numéro de téléphone et a programmé une visite à domicile pour la semaine suivante. Nous sommes finalement partis près de 3 heures après être arrivés au poste. Sur le chemin du retour, grand-père est resté silencieux, regardant par la fenêtre, essayant probablement encore de comprendre tout ce qu'il venait de traverser. Ce soir-là, Sophie était ravie d'apprendre que grand-père allait vivre avec nous. Elle ne l'avait vu que quelques fois pendant les vacances, mais elle l'adorait toujours. Elle a bondi dans la maison avec enthousiasme, racontant avec impatience à grand-père tous ses jeux préférés, le regardant avec ce genre d'énergie, grand-père lui a souri chaleureusement. À partir de ce jour, il est officiellement devenu membre de notre foyer. Nous l'avons installé dans une petite pièce confortable avec tout ce dont il avait besoin pour se sentir à l'aise et chez lui. Un jour après que grand-père ait emménagé avec nous, nous avons eu un chaleureux dîner de Noël. Nous étions juste les 4 réunis autour d'une petite table à manger. Mais je crois sincèrement que c'était le Noël le plus heureux que grand-père ait vécu depuis des années. La pièce était décorée de guirlandes lumineuses scintillantes et d'un petit sapin de Noël que Sophie nous avait aidé à décorer. La maison était remplie de l'arôme délicieux du poulet rôti et de la tarte aux pommes, tous 2 préparés avec amour par Violette tout au long de la journée. Au moment des cadeaux, j'ai tendu à grand-père une boîte soigneusement emballée. À l'intérieur se trouvait un tout nouveau manteau d'hiver doublé d'une épaisse polaire Sherpa pour plus de chaleur. Dès qu'il l'a vu, grand-père a été visiblement ému. Il l'a enfilé immédiatement et a dit, sa voix s'étranglant, « Merci. J'en avais besoin. » Ensuite, Violet lui a doucement tendu une écharpe en laine bleu marine. Sa couleur préférée. Elle a souri et a dit, « J'espère que ça vous gardera un peu plus au chaud pendant les jours froids. » Mais le cadeau le plus spécial est venu de Sophie. Elle a couru dans sa chambre et est revenue en tenant un dessin qu'elle avait fait ce matin à l'école avec l'aide de sa maîtresse, Miss Jennifer. Sur la photo, dessinée avec des traits innocents et irréguliers, mais pleine de cœur, il y avait 4 personnes se tenant la main à côté d'un sapin de Noël. Sophie a parlé avec un enthousiasme enfantin. « Arrière-grand-père, c'est notre famille. Je vous ai fait le plus grand. » Grand-père a pris la photo avec des mains tremblantes, ses yeux s'illuminant d'émotion. D'une voix douce et stable. Il lui a promis, « Je vais la garder en sécurité, ma chérie. Chaque fois que je la regarde, je pense à toi et à notre famille. » Une fois que nous avons échangé des cadeaux et que l'atmosphère s'est apaisée, grand-père s'est soudainement levé et est entré dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il est revenu en tenant une enveloppe. Il en a sorti $1200 en espèces et nous les a remis. Parlant humblement, il a dit, « Je n'ai pas grand-chose.
Mais je vous donnerai ma pension et mon allocation pour personnes âgées tous les mois. C'est tout ce que je peux apporter. En voyant cela, j'ai doucement repoussé sa main et j'ai dit fermement. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Restez juste ici avec nous. Nous nous occuperons de tout. Gardez l'argent au cas où vous en auriez besoin. Réalisant que je ne l'accepterai pas. Grand-père a rangé l'enveloppe à contre-cœur, mais je pouvais encore voir l'inquiétude dans ses yeux. Au fond, il craignait d'être un fardeau. Et à ce moment-là, une vague de colère envers ma famille a surgi, plus forte que jamais. J'ai soudainement compris. Toutes ces années, tous les mois, grand-père leur avait remis cette petite somme d'argent. Et il le traitait toujours comme s'il était de trop. À ce moment-là, je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne laisserai jamais grand-père se sentir comme un étranger chez moi. Une semaine plus tard, un lundi après-midi, alors que j'étais au bureau, mon téléphone a vibré avec un appel entrant de mon père. J'ai vu son nom à l'écran et sans hésitation, j'ai décliné l'appel. Moins de 30 secondes plus tard, il a rappelé. Cette fois, après y avoir réfléchi un instant, j'ai décidé de répondre, curieux d'entendre ce qu'il avait à dire. Mais dès que j'ai répondu, il a immédiatement crié, sa voix pleine de rage. Tu lui as dit de déposer une plainte contre moi, n'est-ce pas? En entendant son ton agressif et accusateur. Une vague de frustration s'est élevée en moi, mais je ne voulais pas me disputer ni être entraîné dans une autre bagarre inutile, alors j'ai gardé ma voix calme et j'ai répondu simplement. Abandonner une personne âgée est inacceptable. À bientôt au tribunal. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Puis je suis allé directement dans mes contacts et j'ai bloqué les numéros de mon père et de ma mère. Je ne voulais plus entendre d'excuses, de menaces ou de fausses excuses de leur part. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau avec un nouveau message. Il venait de Tyler. Le message disait, « Tu penses que c'est bien de traîner toute la famille au tribunal ?» En lisant son message, j'ai ressenti un mélange de colère et de profonde déception, mais je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone et j'ai pris quelques instants pour réfléchir attentivement à ce que je voulais dire. Après près de 5 minutes de silence, j'ai repris le téléphone et j'ai tapé ma réponse. Claire, ferme et sans émotion. Vous et nos parents paierez pour ce que vous avez fait. Au revoir. Quand j'ai vu l'accusé de réception apparaître sous mon message, montrant que Tyler l'avait vu. Je n'ai pas hésité. Je suis allé directement dans les paramètres et j'ai bloqué son numéro aussi. Assis à nouveau à mon bureau, j'ai ressenti un étrange soulagement. Comme si un poids avait été enlevé. J'avais coupé tout contact avec les personnes qui avaient blessé mon grand-père. Je savais que la route à venir ne serait pas facile. Mais une chose était sûre. Grand-père serait protégé et respecté, comme il aurait toujours dû l'être. Étant donné que l'affaire impliquait l'abandon d'une personne âgée. Une audience publique a été programmée au palais de justice local du comté, 2 semaines seulement après l'ouverture officielle d'une enquête par l'APS. Ce jour-là, je suis arrivé à l'heure avec grand-père et Violet, tandis que mes parents et Tyler étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience, leurs visages tendus et pleins de ressentiment. Un détail remarquable ressortait, mes parents n'ont pas pu trouver d'avocat pour les représenter. Un avocat local a déclaré qu'ils avaient refusé l'affaire parce que mes parents étaient en tort et n'avaient aucun fondement juridique, et, comme l'a ajouté l'avocat, une partie de la raison était simple, ils détestaient profondément voir des enfants abandonner leurs parents vieillissants. Au cours de l'audience, j'ai présenté toutes nos preuves au tribunal. Premièrement, les images de la caméra de sécurité, qui montraient clairement mes parents déposant grand-père devant ma maison à 5h32 du matin. Sur la vidéo, ils l'ont froidement débarqué avec ses 2 valises sans dire un mot. Ensuite, j'ai soumis la note manuscrite qu'ils avaient laissée, « Occupez-vous de lui. Nous n'en pouvons plus. » Griffonnée rapidement à l'encre bleue. Elle parlait sans cœur et d'une manière totalement irresponsable. Quant à mes parents, ils n'ont pas fourni un seul document prouvant qu'ils avaient donné à grand-père le préavis écrit de 30 jours requis par la loi avant de lui demander de partir. Cela a clairement montré qu'ils avaient agi soudainement et illégalement. Mais ce qui a fait basculer la situation, c'est l'enquête financière. Le tribunal a découvert que grand-père leur donnait $1 200 par mois provenant de sa pension et de ses prestations de sécurité sociale, de l'argent qu'il avait versé régulièrement. Lorsque le juge Johnson a entendu cela, il a été visiblement troublé. La frustration dans sa voix était indéniable.
Après avoir examiné toutes les preuves indéniables et entendu les témoignages des deux parties, le juge a prononcé une sévère condamnation. Les défendeurs ont non seulement abandonné un membre de leur famille dans des conditions difficiles, mais ont également exploité financièrement la victime pendant une longue période. Ce comportement est profondément répréhensible. Il a ensuite annoncé la décision finale, mes parents ont été condamnés à une amende de $3 000. À 12 mois de probation et à l'interdiction de quitter le comté pendant cette période. Juste au moment où le juge terminait le prononcé de la peine, mon père a soudainement perdu le contrôle. Il s'est levé d'un bond et a crié à grand-père, sa voix remplie de rage, « Tu n'es pas mon père. Aucun vrai père ne traînerait son fils devant les tribunaux comme ça. » Immédiatement. Le juge Johnson a frappé son marteau avec force contre le banc et a ordonné d'une voix puissante, à l'ordre. Silence dans la salle d'audience. Une fois la tension retombée dans la pièce. Le juge s'est tourné vers mon père, ses yeux perçants et inébranlables, et lui a posé une seule question cinglante. Et y a-t-il un fils qui jetterait son père hors de la maison à 5 heures du matin par un temps glacial? Mon père est resté complètement silencieux. Il s'est lentement laissé retomber sur son siège. Le visage pâle, incapable de répondre ou de se défendre. Ce silence en disait long. Tyler, assis à proximité, a gardé la tête baissée. Comme s'il comprenait vraiment pour la première fois le poids de ce qu'ils avaient fait à grand-père. Nous avons quitté silencieusement la salle d'audience et avons franchi les portes du palais de justice à la fin de l'audience. Personne n'a dit un mot. Il n'y a pas eu d'adieu. Pas de regard d'adieu, seulement un silence pesant et des yeux qui refusaient de se croiser. Mais les conséquences de ce jour ne se sont pas arrêtées aux marches du palais de justice. La nouvelle du procès s'est rapidement répandue dans la petite communauté où vivaient mes parents. Leur cruauté n'a pas pu être ignorée dans un quartier soudé où tout le monde se connaissait. Les voisins ont commencé à leur tourner le dos. L'épicerie locale a cessé de les servir. Ils n'étaient plus invités aux réunions communautaires. Même de vieux amis les évitaient. Alors que nous rentrions chez nous, j'ai regardé grand-père et j'ai ressenti un sentiment de soulagement tranquille. La justice, même tardive, avait finalement été rendue. Mais en même temps, une partie de moi ressentait une tristesse profonde et silencieuse parce que j'avais traîné mes parents devant les tribunaux. 1 an après le procès, nos vies s'étaient installées dans une paix que nous n'avions pas connue depuis longtemps. Grand-père était devenu une partie de notre famille, pas seulement quelqu'un dont nous nous occupions, mais une partie essentielle de notre vie quotidienne. Il ne se contentait pas de rester avec nous, attendant d'être pris en charge comme un fardeau. Au contraire, il contribuait à sa manière tranquille et significative. Il y avait des jours où Violet et moi rentrions épuisés du travail, pour être accueillis par l'odeur chaude et appétissante du dîner déjà préparé. Il y a des années, grand-père avait passé 15 ans à travailler comme chef dans un restaurant italien à San Francisco. Et même maintenant, ses compétences culinaires étaient toujours aussi aiguisées. Il pouvait transformer les ingrédients les plus basiques en plats pleins de saveurs. Des pâtes carbonara crémeuses et décadentes au bol fumant de soupe au poulet infusée d'épices secrètes que lui seul connaissait. Sophie aimait particulièrement les après-midi qu'elle passait avec grand-père dans la cuisine à le regarder préparer le dîner. Il lui apprenait patiemment à couper les légumes en toute sécurité et lui racontait des histoires de sa jeunesse. Ces moments calmes et joyeux sont devenus certains des souvenirs les plus chers de Sophie. Violet appréciait l'aide de grand-père plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Après de longues journées stressantes, rentrer à la maison et trouver un repas chaud déjà prêt sur la table lui procurait un sentiment de soulagement et une profonde gratitude. Grand-père nous aidait également régulièrement à surveiller Sophie le soir chaque fois que nous devions rester tard au travail pour respecter les délais. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que grand-père était notre chef cuisinier à domicile. La vie était complète. Nous étions une vraie famille. Chacun de nous jouant son rôle et donnant quelque chose. Grand-père avait trouvé de la joie et un but en prenant soin de nous, et nous, en retour, recevions son amour. Sa sagesse et sa force tranquille. Mais cette paix parfaite a pris fin brusquement et brutalement au moment où l'on a appris que grand-père avait gagné un jackpot de 52,3 millions de dollars. À l'époque, je n'avais aucune idée que cet argent apporterait une tempête de défis, auxquels nous n'étions en aucun cas préparés. Grand-père a gagné le jackpot en janvier 2024. Plus précisément le 15 janvier, la date que je n'oublierai jamais. Il avait l'habitude d'acheter tranquillement un billet de loterie hebdomadaire depuis 1 an. Il n'a jamais joué de numéros aléatoires. Il choisissait toujours les mêmes numéros,
une séquence qui avait une signification profonde, son anniversaire, 12. L'anniversaire de grand-mère avant son décès, 28, le mien, 05, celui de Violet, 17, et celui de Sophie, 23. Il disait qu'il croyait que ces numéros porteraient chance parce qu'ils représentaient les personnes qu'il aimait le plus. Ce soir-là, lorsque les numéros gagnants ont été annoncés à la télévision, grand-père est venu en courant vers nous, tenant son billet dans ses mains tremblantes. Sa voix était étranglée par l'émotion lorsqu'il a dit « Les enfants, je crois que je viens de gagner ». Violet et moi nous sommes immédiatement assis pour vérifier, puis revérifier chaque numéro par rapport aux résultats officiels, et c'était vrai. Chaque chiffre correspondait. Le prix était de 52,3 millions de dollars. Notre première réaction n'a pas été de célébrer, c'était un choc. Violet et moi avons échangé un regard, tous les deux visiblement secoués. Nous n'étions pas naïfs. Nous savions que ce genre d'argent ne se contentait pas de changer les comptes bancaires, il pouvait changer les gens, les relations, même la façon dont une famille fonctionne. Violet m'a murmuré. Charles, j'ai peur. Et si ça ruinait la paix que nous avons? Et j'ai ressenti la même peur. Nous avions entendu trop d'histoires sur la façon dont l'argent divisait les familles et transformait les gens en quelque chose d'inreconnaissable. Je craignais que grand-père ne devienne une cible. Pire, je craignais que mes parents ne reviennent en rampant. Mais grand-père, comme s'il lisait dans nos pensées, a pris nos deux mains dans les siennes et a dit calmement « Ne vous inquiétez pas. L'argent ne peut pas changer le genre d'amour que nous avons dans cette famille. » Malheureusement, nos craintes se sont réalisées parce que la loi californienne exige que l'identité des gagnants de la loterie soit rendue publique. La nouvelle du jackpot de grand-père s'est répandue comme une traînée de poudre. En 24 heures. L'information a atteint mes parents et des parents éloignés dont nous n'avions pas entendu parler depuis des années. Et comme des vautours sentant une charogne, ils sont descendus, se présentant à notre domicile, prêts à réclamer leur part. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la vraie bataille ne faisait que commencer. Un jour seulement après que la nouvelle du gain à la loterie de grand-père ait été rendue publique. Mes parents et Tyler se sont présentés dans la petite maison de location que nous appelions notre foyer. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'ils ont amené le nouveau-né de Tyler et Olivia, qui avait à peine 3 mois. Quand j'ai ouvert la porte, leur attitude n'avait rien à voir avec la dernière fois que nous les avions vus au tribunal. Soudain, ils étaient pleins de regrets. Inhabituellement humbles. Ma mère, d'un ton sirupeux et repentant, a regardé grand-père et a dit « Papa, nous savons que nous avons eu tort. Oublions le passé et avançons en tant que famille. » Mon père a hoché la tête en signe d'accord et a proposé de reprendre grand-père sous sa garde. Il a dit « J'y ai réfléchi. Ma maison est plus grande que celle de Charles. Je peux mieux m'occuper de toi, papa. » Même Tyler, qui n'avait jamais montré à grand-père la moindre once de respect, a baissé la tête et s'est excusé. « Je suis désolé, grand-père. Je ne t'appréciais pas avant. » Mais grand-père, avec toutes ces années de sagesse durement acquise, a vu clair en eux. Calme mais aiguisé, il les a regardés dans les yeux et a dit « Vous êtes ici à cause de l'argent de ma loterie, n'est-ce pas? » Une fois qu'il les a démasqués, ils ont abandonné leur rôle. Les masques sont tombés et leurs véritables motifs ont été mis à nu. Mon père, ne feignant plus l'humilité, est soudainement devenu exigeant. « Tu me dois 20 millions de dollars, a-t-il dit, sa voix forte et prétentieuse. « Je suis ton seul fils. » Grand-père a répondu. Toujours calme, mais maintenant avec une finalité mordante, aucun fils ne jette son père à la rue comme tu l'as fait. Pour ne pas être en reste, Tyler a pris la parole aussi, faisant sa demande éhontée. Tu devrais me donner 5 millions pour le bébé. Charles est ton petit-fils, mais moi aussi. C'est injuste si tu lui donnes tout et que tu ne nous laisses rien. Grand-père a ricané. Puis, avec un sourire amer, il a répondu, le jour où j'ai été jeté comme un chien errant, tu as été le premier à t'en réjouir. Puis grand-père s'est tourné vers moi et a dit fermement, Charles, ferme la porte. S'ils ne partent pas, appelle la police. Sur ce, il s'est retourné et est rentré calmement à l'intérieur. Voyant qu'ils ne pouvaient plus manipuler grand-père, ils m'ont regardé avec une haine et une amertume pure, comme si j'étais le seul responsable de leur chute. Puis ils ont pris le bébé et sont partis, vaincus. Mais les choses ne se sont pas calmées après cela. Elles ont empiré. Des parents éloignés, des personnes dont nous ignorions même l'existence
ont commencé à se présenter à notre porte pour demander de l'argent. Certains prétendaient être des cousins au second degré. Certains disaient être de vieux amis. D'autres ont inventé des mensonges sur des factures médicales ou de fausses dettes pour obtenir une part du gain de grand-père. Finalement, j'ai dû appeler la police locale et demander une intervention pour protéger notre famille de ces opportunistes acharnés. Alors que j'étais assis à l'intérieur, regardant les policiers escorter des étrangers loin de notre portail d'entrée, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une profonde tristesse, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il révélait chez les gens quand il entrait en jeu. Au cours des 3 mois suivants, Violet et moi avons eu un accord tacite et silencieux. Aucun de nous ne mentionnerait le gain à la loterie de 52,3 millions de dollars de grand-père. Nous avons continué à vivre exactement comme avant, refusant de laisser l'argent changer la dynamique de notre famille ou la façon dont nous le traitions. J'ai continué à aller travailler comme d'habitude. Violet est restée à son poste dans l'agence immobilière. Sophie allait toujours à l'école tous les jours avec le même esprit insouciant. Grand-père continuait à préparer ses délicieux dîners et à raconter des histoires à Sophie tous les soirs au coucher. Ce sentiment de normalité, cette routine stable et ancrée, était notre bien le plus précieux, et nous étions déterminés à le protéger. Pourtant, je savais que grand-père avait besoin d'aide pour gérer ce genre d'argent en toute sécurité et légalité. J'ai donc pris l'initiative et je l'ai emmené à la banque pour ouvrir un compte privé, en m'assurant que tout était confidentiel. J'ai également contacté un avocat financier très respecté de notre région, Monsieur Martinez, un gestionnaire de succession chevronné avec plus de 20 ans d'expérience. M. Martinez a guidé grand-père à travers des stratégies d'investissement sur la planification fiscale et la protection de ses actifs contre les prédateurs et les manipulateurs. Tout au long de tout cela, mon rôle a été purement de soutien, jamais intrusif. Je n'ai jamais demandé, suggéré l'argent ou agi avec intérêt. Que grand-père ait des millions ou rien du tout n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'il soit en sécurité, qu'il soit pris en charge et qu'il soit vraiment heureux. Et puis grand-père nous a fait un cadeau tellement inattendu, tellement au-delà de tout ce que Violet et moi aurions pu imaginer, que nous sommes restés complètement sans voix. C'était une soirée tranquille à la fin du mois de mars 2024. Sophie était déjà allée se coucher, et Violet était dans la cuisine en train de faire la vaisselle. C'est alors que grand-père nous a appelés tous les deux pour nous asseoir avec lui sur le canapé. Il a fouillé dans sa veste et a sorti une épaisse enveloppe, me l'attendant avec un regard chaleureux et reconnaissant dans les yeux. Quand je l'ai ouverte, mon souffle s'est coupé. À l'intérieur se trouvaient les documents de propriété d'un complexe hôtelier en bord de mer à Montreuil. Les propriétaires indiqués, Charles et Violet. Stupéfaits. Nous avons relu les documents encore et encore, à peine capables de croire ce que nous voyons. C'était un complexe 4 étoiles, 50 chambres, un restaurant gastronomique, un spa de luxe et une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Après nous avoir laissé un moment pour digérer la nouvelle, grand-père nous a regardés et a dit doucement, « Vous vous souvenez ? Il y a environ 1 an, vous et Violet m'avez parlé de votre rêve d'ouvrir un petit complexe en bord de mer où les familles pourraient venir se détendre et créer des souvenirs. » Ces mots ont ramené le souvenir en un éclair. Un soir, en regardant un film ensemble, Violet et moi avions parlé à grand-père de notre rêve, si jamais nous avions l'argent. Nous aimerions ouvrir un petit complexe hôtelier où nous pourrions travailler côte à côte et passer plus de temps avec notre famille. C'était un rêve simple, exprimé avec le cœur. Nous n'avons jamais pensé que cela se réaliserait. Maintenant, tenant ces papiers dans mes mains, ma gorge s'est serrée et des larmes ont commencé à couler. Ce n'était pas seulement un don de propriété, c'était un don de confiance, d'amour et de profonde croyance en qui nous étions et en la vie que nous voulions construire. Grand-père a posé une main sur nos 2 épaules et a dit, « Je veux que vous ayez tous les deux un bel avenir, non pas parce que j'ai de l'argent maintenant, mais parce que vous le méritez. » À ce moment-là, je n'ai rien pu dire. Je suis resté assis là à côté de Violet, retenant mes larmes, murmurant les seuls mots qui me venaient à l'esprit, « Merci, grand-père. » Après avoir découvert que nous étions les nouveaux propriétaires du complexe, j'ai décidé de faire quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. J'ai acheté une maison spacieuse de 4 chambres dans la banlieue de Californie, non pas pour me pavaner, mais pour enfin donner à grand-père le genre de vie qu'il méritait. La maison avait une cour ouverte, une chambre au rez-de-chaussée juste pour lui et un petit jardin où nous avons planté les types d'arbres d'ornement qu'il aimait depuis qu'il était jeune. Après tout ce qu'il avait fait pour nous, c'était le minimum que je pouvais faire en retour pour lui offrir une vie sûre, paisible et digne. En même temps,
Violet et moi avons pris une autre décision qui a changé nos vies, démissionner de nos emplois. Nous avons officiellement quitté nos entreprises pour concentrer toute notre énergie sur la gestion du complexe. Plus de rapports hebdomadaires, plus de réunions interminables. Plus de vie entre les quatre murs d'un bureau. Au lieu de cela, nous avons mis tout notre cœur dans chaque partie de l'entreprise, chaque chambre, chaque client, chaque petit déjeuner servi. Pendant ce temps, mes parents et Tyler sont restés complètement silencieux. Ils n'ont pas envoyé de SMS, n'ont pas appelé ou ne se sont montrés nulle part près de nous. Ce que personne n'avait vu venir, c'est ce que grand-père a fait ensuite, il a demandé une ordonnance d'éloignement permanente contre eux, non seulement pour lui-même, mais aussi au nom de moi. De Violet et même de notre petite fille. Il s'est tenu devant le juge et a dit calmement et clairement que ce n'était pas un acte de vengeance. C'était une étape nécessaire pour protéger l'avenir des personnes qu'il aimait. À partir de ce moment-là, notre nouvelle maison est vraiment devenue un foyer. Il n'y a plus eu de menaces ou d'ombre du passé, juste la paix et le genre de nouveau départ que nous avions toujours espéré. 1 an après que grand-père ait gagné à la loterie. La première nouvelle que nous avons entendue sur l'ancienne famille était la suivante, mes parents avaient mis Tyler à la porte de leur maison. D'après ce que j'ai appris des voisins. La vie de Tyler et Olivia était devenue difficile après que grand-père ait refusé de leur donner l'argent. Peu de temps après, Olivia a décidé de divorcer de Tyler. Elle n'a pas pu supporter la pression ou son comportement de plus en plus agressif alors qu'il continuait à lui reprocher de ne pas avoir convaincu grand-père de leur donner une autre chance. Puis, un jour à la fin du mois d'avril, Olivia m'a appelé. Elle a demandé, supplié d'avoir la chance de voir grand-père. Au début, j'étais hésitant, méfiant. Peut-être venait-elle au nom de Tyler. Ou peut-être était-ce une autre tentative de s'approcher de l'argent. Mais ce jour-là, Olivia s'est présentée seule, ne portant qu'Emily, leur fille, qui avait maintenant un peu plus d'1 an. Pas de Tyler, pas de parents, juste une jeune maman avec un visage fatigué et usé, portant clairement le poids de tout sur ses épaules. Quand elle a vu grand-père, elle s'est effondrée en larmes et s'est excusée sincèrement. À travers ses larmes, elle a dit, « Grand-père, je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. C'est à cause de moi qu'ils vous ont mis à la porte. » Elle a expliqué qu'à l'époque, elle était enceinte, entièrement dépendante de Tyler, et terrifiée de parler. Elle avait voulu défendre grand-père. Mais Tyler avait été contrôlant et menaçant. Elle n'avait pas su comment lui tenir tête. En l'écoutant, grand-père n'a pas posé de questions ou ne l'a pas blâmé. Il a hoché la tête et a dit « Je comprends ce que tu traversais. Je ne t'en veux pas. » Après environ 10 minutes, Olivia est partie avec Emily. Elle n'a pas demandé d'argent, n'a pas demandé d'aide. Elle est venue seulement pour s'excuser. Mais le même après-midi, grand-père a fait quelque chose d'inattendu, il a contacté Monsieur Martinez, notre avocat. Et lui a demandé de créer un fonds fiduciaire pour Emily, $200 000. Il a précisé que l'argent soit versé mensuellement sous une surveillance juridique stricte pour s'assurer qu'Emily aurait tout ce dont elle avait besoin pour grandir. Apprendre et éventuellement fréquenter l'université. Quand Olivia l'a appris, elle a voulu remercier grand-père en personne, mais il a refusé. Au lieu de cela, il m'a demandé de lui transmettre un message. Je l'ai fait pour Emily. Elle est innocente. Mais quant à mon vrai petit enfant, c'est Charles. Quant à mes parents, ils ont déménagé. Tyler a appelé à nouveau pour supplier de l'aide, mais grand-père a refusé de prendre l'appel. À travers cette histoire, il y a une chose que je veux dire, la famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par l'amour, le respect et ceux qui vous soutiennent quand tout s'écroule, pas seulement quand les choses vont bien. Alors maintenant, je vous laisse à vous. Que pensez-vous de cette histoire? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé votre grand-père abandonné devant votre porte? Et croyez-vous que la vraie famille comprend les personnes qui restent quoi qu'il arrive, même si elles ne partagent pas votre sang? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais entendre des histoires comme la vôtre. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager l'histoire si elle vous a ému. Merci beaucoup d'avoir écouté.